Alors, le collectif Breccia Lesbica, c'est un collectif sui generis, international du coup, ou transnational peut-être même, qui en fait à l'origine a commencé quand je vivais au Mexique avec Ochi Coriel, qui est une amie et complice très très chère dominicaine. Et puis les hasards de la vie ont fait que moi je me suis retrouvée à nouveau à Paris. Elle est en Colombie actuellement et on se consacre, c'est un collectif donc lesbien, féministe, antiraciste, anticapitaliste qui se consacre essentiellement à l'heure actuelle à publier et éventuellement traduire des textes, en particulier donc des textes féministes et lesbiens autour de questions antiracistes, anticapitalistes, féministes et lesbiennes. Nous avons une page qui s'appelle Breccia Lesbica, avec des textes en espagnol. L'idée c'est de publier en espagnol. Alors, il y a beaucoup de féminisme matérialiste, mais moi je parle plus particulièrement du féminisme matérialiste francophone, et en plus celui qui est organisé autour de la pensée d'une auteure et amie qui vient de nous quitter, qui s'appelle Colette Guillaumin, sur laquelle notamment s'appuie une auteure plus connue qui est Monique Wittig. Et puis il y a d'autres, également Nicole Claude Mathieu, une anthropologue également récemment disparue, une italienne qui s'appelle Paola Tabet, et puis il y en a un certain nombre d'autres. Mais voilà, la pensée centrale de Colette Guillaumin, c'est une auteure qui dès les années 70 a été la première à analyser et critiquer le naturalisme, l'idéologie naturaliste, et en particulier elle avait travaillé sur le racisme. Et donc c'est la première qui a montré dans la période récente que la race c'était une construction sociale et que ça n'avait absolument rien à voir avec la biologie. C'est une construction sociale et c'est surtout un rapport social. Donc elle a réfléchi en termes de rapports sociaux de race en montrant donc que la race c'est une idée qu'on se fait à partir d'une situation concrète d'oppression et d'exploitation, ou plus précisément d'appropriation, et elle fait remonter l'idée moderne, le concept moderne de race et les rapports sociaux de race modernes au 19e et en fait aussi aux logiques esclavagistes. Et donc elle explique que la race apparaît dans ce cadre-là, et c'est une pure abstraction, parce que ça n'a rien à voir avec la nature. Partant de ça, en 78, elle écrit aussi sur le sexe et sur les rapports sociaux de sexe, et de la même manière, elle montre, et elle est une des premières à expliquer de manière très très claire que le sexe, c'est aussi un rapport social. Donc ça n'a rien à voir avec la biologie, s'il n'y a pas des mâles et des femelles, c'est pas du tout ça le problème. Je dis pas, il n'y a pas des mâles qui deviennent des hommes et des femelles qui deviennent des femmes, je dis il n'y a pas de mâles et de femelles. Je dis qu'elle dit. Et enfin, en tout cas, c'est pas ce à quoi elle s'intéresse du tout. Elle s'intéresse, et du coup, ça inclut aussi la question de tout ce qui serait entre guillemets, entre le mâle et le femelle. Ce qu'elle dit, ce qu'elle explique, c'est que les hommes et les femmes sont deux catégories, ou plus exactement deux classes sociales de sexe construites dans un rapport dialectique, un rapport social structurel qui est organisé, je simplifie un petit peu, qui est organisé autour de la division du travail. Et en particulier, elle fait un parallèle entre les rapports sociaux de race dans le cadre de l'esclavage colonial du XVIIIe notamment, le servage européen au Moyen-Âge, et donc ce qu'elle appelle le sexage, en parallèle avec servage et esclavage, qui sont les rapports sociaux de sexe. Et donc dans ces trois rapports sociaux, l'élément central, c'est l'appropriation globale, totale, du corps comme machine à force de travail. Donc ça inclut pour les femmes, pour les femelles, pour ce qu'on veut, ça inclut le corps reproducteur, disons, ça inclut l'utérus, ça inclut le corps sexualisé,
ça inclut le vagin, mais ça inclut le corps dans son ensemble, c'est-à-dire aussi la force de travail, les bras, c'est-à-dire le travail domestique, et aussi le travail dans les champs, et aussi le travail en usine, enfin toutes sortes de travail, et aussi bien sûr le travail émotionnel. Donc c'est une appropriation globale du corps, et des produits du corps, et du temps, enfin voilà. Donc ça, c'est ce rapport d'appropriation qu'elle appelle rapport de sexage, c'est ça qui crée une grande classe sociale de sexe, les femmes, qui est appropriée par une autre classe sociale de sexe qu'on appelle les hommes. Et tout ça n'a rien à voir avec la biologie. Alors, le mot race, en fait, c'est surtout, bon, au fur et à mesure, maintenant, je l'emploie de plus en plus, mais c'est vrai que la difficulté, c'est que beaucoup de gens qui ne sont pas au courant des débats pensent que quand on dit race, ça veut dire qu'on croit qu'il existe des races biologiques. Et donc ça, bien évidemment, c'est le contraire que je pense. Et c'est le contraire qui est exactement la vérité. Quant au genre, personnellement, je n'utilise pas tellement ce concept, puisque dans la réflexion de Guillaumin, il y a le sexe et les rapports sociaux de sexe, et les classes de sexe, et on n'a pas vraiment besoin du concept de genre qui a été introduit plus tardivement et qui est en quelque sorte un petit peu trompeur, parce que souvent, alors il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour dire les femmes, ou pour dire féminisme sans dire féminisme, ou en mélangeant un petit peu tout, en disant les genres, alors qu'en vérité le concept c'est le genre, qui serait en quelque sorte l'équivalent des rapports sociaux de sexe. Donc personnellement, et en plus dans genre on n'entend pas les rapports sociaux. Donc personnellement, il me semble plus fructueux et plus efficace de parler de rapports sociaux de sexe. Et genre, j'en ai pas tellement l'usage. Voilà. Alors, il n'y a pas que les femmes indigènes, enfin, en Amérique latine, il y a aussi les femmes afrodescendantes, et il y a toutes sortes de féminismes, en fait, et ça fait le féminisme comme tel, en revendiquant ce terme, existe depuis à peu près 150 ans. Hein. Donc, c'est pas, il y a toujours eu de nombreux courants politiques dans le féminisme qui sont certains en alliance, d'autres en opposition, il y a plein d'évolutions et tout. Donc, le dialogue et les critiques, elles existent depuis longtemps, et il y a des critiques du racisme, il y a des critiques du classisme, il y a des critiques de l'hétérosexisme, du féminisme et encore plein d'autres, à l'intérieur du féminisme même. Et aussi, bien sûr, depuis l'extérieur du féminisme, mais là, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc, des possibilités de dialoguer, il y en a plein, et surtout, peut-être plutôt que de dialoguer de manière abstraite, il y a tout un tas de luttes concrètes au cours desquelles il y a éventuellement des alliances, où il y a de fait des alliances. Donc voilà, c'est ça là. Eh bien, je lui dirais qu'il y a plein de luttes à mener en tant qu'homme, par rapport notamment aux autres hommes. Il a certainement plein de choses à lire, de choses à apprendre, consulter l'histoire du mouvement féministe dans sa complexité. Je ne pense pas qu'il soit obligé de s'imposer dans des groupes qui éventuellement se seraient définis comme non mixtes, de la même manière que je pense que les personnes blanches n'ont pas du tout nécessairement à s'imposer dans des groupes de personnes racialisées qui auraient décidé de lutter en non-mixité, de la même manière qu'une personne bourgeoise n'a pas nécessairement à s'imposer dans des groupes prolétaires ou paysans, voilà. Donc je pense qu'il y a de la place pour tous les alliés, mais qu'il faut avoir clairement conscience, quand on est dans un groupe dominant, comme c'est le cas des hommes, qu'on lutte en tant que dominant, et qu'on ne doit pas prendre la place, ni parler à la place d'eux, ni prétendre mieux savoir ce que le groupe en lutte directement et principalement concerné va faire. Donc je dirais bienvenue chers camarades, chacun et chacune à sa place. Voilà. Comment le système ou les systèmes, les diverses formes de patriarcat se relient avec le système néolibéral et avec le système raciste, parce qu'en fait c'est un ensemble, disons. La réponse pas trop longue, c'est que, alors comme les premières qui l'ont vraiment réfléchi et théorisé, et aussi dans la lutte, ce sont des féministes noires états-uniennes, hein, historiquement depuis très longtemps, mais enfin de manière plus précise, par écrit, etc., dans les années 70.
en particulier par exemple le Combahee River Collective, le collectif du Rio Combahee, de la rivière Combahee. Et elles ont bien insisté sur le fait que les systèmes, enfin dans leur esprit, les systèmes d'oppression ou d'exploitation de sexe, de classe, de race et l'hétérosexualité qu'on peut mettre peut-être avec le sexe sont complètement liés, sont interlocking, sont imbriqués. Moi je le formulerais de manière peut-être un tout petit peu différente, mais c'est la même idée, en tout cas je m'appuie sur leur réflexion pour dire que en fait il y a une évolution historique de différents modes de production. À l'heure actuelle, celui qui a pris le dessus, je pense assez clairement, c'est ce qu'on appelle le mode de production capitaliste, mais c'est un mode de production capitaliste qui est intimement organisé sur un système de rapports sociaux ou un mode de production qui est organisé autour des rapports de race et avec une longue histoire esclavagiste et coloniale, et puis sur des rapports sociaux de sexe avec une histoire encore plus longue, très complexe, très diversifiée bien entendu selon les régions du monde et donc les périodes, mais voilà, ça c'est la logique de l'articulation. Et je pense, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais enfin je pense que le néolibéralisme, une de ses caractéristiques, c'est une grosse réorganisation de la mobilité de la main-d'œuvre, de l'allocation, si on peut dire, de la main-d'œuvre, ou bien du marché du travail, mais il n'y a pas que le marché du travail rémunéré en réalité. Et surtout, ce qui est réorganisé très profondément, c'est le travail de reproduction sociale, donc notamment en fait le travail agricole et de production de nourriture, et en fait le fait que la moitié de l'humanité maintenant, plus de la moitié de l'humanité soit urbaine, c'est un signe très significatif, et toute la privatisation des terres et tout, ça a un rapport avec ça, et l'expulsion des campagnes et la destruction environnementale, ça a aussi un rapport avec ça. Donc il y a toute cette réorganisation du travail de reproduction sociale, on va dire au niveau de la production de nourriture et sa transformation bien sûr, et puis de tout ce qui serait ce qu'on appelle de manière plus réductrice le travail domestique et aussi le travail procréatif. Et donc ça c'est réorganisé à l'échelle des pays mais aussi à l'échelle globale d'une part, et d'autre part il y a aussi une réorganisation du système financier et monétaire on va dire, et une réorganisation très profonde de la circulation de l'argent en lien avec la circulation de la main-d'œuvre et en lien avec la circulation des facteurs de production. Bon, voilà, grosso modo, je dirais ça en quelque sorte. Et ce dont je vais parler tout à l'heure, c'est tout ça pour pouvoir se réaliser, comme ça augmente à l'heure actuelle drastiquement les inégalités de sexe, de race et de classe, et donc aussi internationales. Ça ne peut se faire qu'au prix d'une très très grande violence, parce que beaucoup de gens ne sont pas d'accord, et beaucoup de secteurs sociaux et beaucoup de classes de sexe, de race et sociales ne sont pas d'accord, se rendent bien compte que c'est à leur détriment. Donc ça requiert une très très grande violence, et cette violence en fait elle se réorganise autour de diverses formes de guerre plus ou moins conventionnelles. Il y a tout le gros volet de la réorganisation de la guerre contre le terrorisme, soi-disant contre le terrorisme, de la guerre contre le narco, différentes formes de guerre, mais il y a aussi, à mon avis, de manière tout à fait centrale, une guerre contre les femmes, comme classe, de sexe, et la réorganisation de la violence, à mon avis, se fait en grande partie autour de logiques de violence de genre, pour le coup, je vais dire ça comme ça, pour que ce soit plus rapide. Donc la violence contre les femmes est absolument centrale à l'heure actuelle, la violence des hommes contre les femmes, et des hommes individuellement et des hommes comme État-nation par exemple, contre les femmes, est absolument centrale dans ce processus. Et j'ai une petite distraction, oui, elle est absolument centrale, non pas parce que les femmes sont vulnérables et c'est des pauvres créatures, etc., mais parce que la main-d'œuvre féminine est absolument centrale dans les nouvelles formes de travail, et notamment de travail de reproduction sociale. Donc en fait, sur le travail des femmes, la plus grosse partie de la plus-value aujourd'hui, à mon sens, est réalisée sur le travail des femmes. Et donc, c'est pour ça que les femmes, qui sont une main-d'œuvre absolument inestimable, font l'objet d'une violence toute particulière pour les contraindre à réaliser ce travail de manière très peu chère, le moins chère possible.